Et je me suis rendu compte que je ne comprenais rien, et que je pense que je ne suis pas la seule à ne rien comprendre à cette histoire, au passé de cette histoire et au présent dans lequel on est maintenant. Et je me suis dit que j'avais envie de me cultiver, en fait. Je me disais qu'aujourd'hui, les jeunes gens, ils avaient intérêt à se cultiver, à comprendre le sens de l'histoire. L'ignorance mène au chaos, pas à la connaissance. Sommes ici pour vous aider. Vous aider à vous faire retrouver votre faculté de penser. Parce qu'il semble évident que vous l'avez perdue. Si vous deviez dire à une personne la chose la plus importante du monde tout en sachant qu'elle ne vous croira pas, que feriez-vous? J'essaierai. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. Est-ce que vous allez me dire la vérité? C'est comme ça que ça marche. Quand un peuple est assis sur quelque chose qu'on convoite, on en fait un ennemi. Et ça justifie le pillage. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book. And he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks, that's all the time I've got. Really. And I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about
6 or 8 months, I was so stunned by this I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001 he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991 he was the Undersecretary of Defense for Policy. It's the number 3 position in the Pentagon. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And, you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half-dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who... It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there? Why are Americans dying in this region? That is the issue. On est tout de même en 2002. L'Amérique était la première puissance au point de vue armement et possibilités économiques, même si l'économie va à la traîne en ce moment. En tout cas, la première puissance mondiale, son rôle était de refaire la carte du Moyen-Orient pour en finir avec le désordre, au nom du nouvel ordre mondial, et que, dans ce cas, il fallait liquider des dictatures comme celle de Saddam Hussein, celle de Syrie, et en passant, empêcher le Liban de mettre des entraves, je parle des banquiers libanais, et en même temps, simplifier les histoires pétrolières, parce que à partir du moment où on contrôle, où ils contrôleront l'Irak, le pétrole d'Irak, Could you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event
Never told them what the event was going to be. But there was going to be an event, and out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later, 9/11 happened. Now, specifically, this was a little over 6 years ago? This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right. An endless war on terror without any real enemy. That you can never, so you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes on? Yeah, because you can't define a winner. There's no one to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud. It's a farce. Yeah, there's a war going on in Iraq because we invaded Iraq. And people over there fighting, you know. But the war on terror, it's a joke, you know. And until we discover what really happened on 9/11 and who was responsible for 9/11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9/11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root of 9/11, the truth of 9/11, we'll never know about the war on terror. And so by creating 9/11, an event to terrify the American people that were being attacked by terrorists, you create a world where there's an enemy that can never be pinpointed. You can never win the battle. It's a 100-year war. It's a never-ending war on terrorism, right? So you're always fighting this war. And through the war on terrorism, which is the 9/11, which is the first lie, then you create the war on terrorism, which is the next lie. Then you create the war in Iraq for weapons of mass destruction, which is the next lie. And it's one lie to the next lie to the next lie. Now it's going to be Iran, the next lie, sending more troops and a surge into Iraq. Dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays.
Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité, c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant « j'ai la preuve sur les armes chimiques » et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit « les services secrets m'ont dit que c'est Bachar », il n'y a aucun journaliste pour dire « oui, mais les preuves un peu sérieuses, s'il vous plaît ». Et donc, quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. C'est comme ça que ça marche. Quand un peuple est assis sur quelque chose qu'on convoite, on en fait un ennemi. Et ça justifie le pillage. La crise syrienne se nourrit de plusieurs guerres. Une guerre civile, un conflit régional entre monde perse et arabe, entre sunnites et chiites, un face-à-face entre États-Unis et Russie, aux allures de guerre froide. Mais il y a aussi une bataille énergétique autour du gaz. La Syrie se trouve au cœur des intérêts de 2 États, le Qatar et l'Iran, la grande puissance régionale. Les 2 voisins partagent le plus grand champ gazier du monde, soit 9700 km² dans le golfe Persique. C'est le North Dome du côté qatari et le Sof Pars du côté iranien. Mais la copropriété se passe mal. Le Qatar, qui n'est pas soumis aux sanctions internationales comme l'Iran, pompe davantage dans la réserve que son grand voisin. Et de son côté, la République islamique menace régulièrement de fermer le détroit d'Ormuz par lequel transitent les métalliers qataris. Inacceptable pour Doha qui a bâti sa puissance économique sur les exportations de gaz. Pour contourner l'obstacle, les Qataris se sont donc mis à chercher de nouvelles voies de transit. Et en 2009, Doha imagine un gazoduc terrestre allant du golfe Persique jusqu'à la Turquie. Le pipeline serait passé par l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le Qatar décide alors de se rapprocher de Damas. Et en février 2010, l'Émirat signe un pacte de défense avec la Syrie. Mais Bachar el-Assad finit par dire non au pipeline qatari. Il s'est souvenu de son allié russe, dont les intérêts économiques auraient été menacés. En 2011, il signe pour la construction d'un pipeline avec l'Iran et l'Irak, qui s'appelle l'Islamic Gas Pipeline, qui sera relié au South Stream, le gazoduc russe. On comprend mieux, dans ce cas, l'intérêt du Qatar à un changement de régime à Damas. Et ces enjeux peuvent expliquer aussi, en partie, le soutien étonnamment massif offert par le Qatar à la rébellion syrienne. On parle de 3 milliards de dollars pour financer l'armement des rebelles. Mais dans cette histoire, les pays européens ont beaucoup à perdre. Ainsi, le projet de gazoduc qatari devait être accordé à Nabucco, un projet de pipeline européen
dont l'objectif est d'alléger la dépendance des pays européens au gaz russe. C'est un enjeu essentiel depuis la crise du gaz en Ukraine en 2009. L'issue de la crise syrienne devrait donc déterminer également en partie le degré de soumission des pays européens à la Russie. Tout ce qu'on cache, c'est que au Moyen-Orient, les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, les États-Unis? Il y avait un Premier ministre qui a démocratiquement dit un jour, 53, le pétrole, tout va dans les poches des multinationales, il faudrait quand même que ça profite un petit peu à mon peuple aussi. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Coup d'État renversé. C'était Mossadegh. Voilà, c'était Mossadegh, exactement. Et à la place, on a installé la dictature militaire du Shah d'Iran. La police politique, la SAVAK, a torturé, emprisonné, assassiné des dizaines de milliers de gens. Ça, c'est la démocratie des États-Unis en Iran. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massive. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence. Parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran des armes pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 têtes nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc, l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leur terre, Israël bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leur terre. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice, c'est aussi simple que ça. Depuis novembre 2001, avec la traque des réseaux Al-Qaïda, le pays constate l'installation de facilités militaires américaines au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Elle complète au sud les bases américaines dans le Golfe. À l'est, en Afghanistan, l'Iran est maintenant débarrassé du régime taliban qu'il a toujours combattu, mais ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable, et il y a maintenant à Kaboul un gouvernement central mis en place par les États-Unis. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est totalement écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement, apparemment pro-américain, et les adhésions profondes de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. Enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Avec la fin de la dictature de Saddam Hussein, le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran. Mais s'installe à la place un régime, là aussi favorable aux intérêts américains, et qui permettra, à terme, la présence de bases militaires américaines. Donc notre carte le montre bien, l'Iran est encerclé par des pays désormais proches des intérêts américains. Herbert, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'image de l'Iran encerclé par les bases américaines? En fait, c'est encerclé. Vous voyez la carte. Il y a deux armées, grandes armées américaines à la frontière. Et c'est Bush qui a menacé beaucoup de fois l'Iran. C'est en fait les États-Unis peuvent attaquer l'Iran. Il y a, comment dirais-je, une paranoïa. Alors, part des Iraniens. Justement, paranoïa de la part des Iraniens qui ferait suite aux menaces nombreuses des Américains. On se souvient que les Américains avaient d'ores et déjà menacé l'Irak avant de l'envahir. On a entendu George Bush avant-hier, dans son discours de sortie, comme on les appelle, reconnaître une erreur. Ce serait d'avoir cru le renseignement en 2003. On va écouter tout de suite George Bush se confessant. The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line and said, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration, and that's not a do-over. But I wish the intelligence had been different, I guess. Vous y croyez, George Bush, victime du renseignement américain, vous qui avez été chef de la CIA? Il ment 100%. Parce que j'étais chef de renseignement
de la CIA. Jusqu'en pour 1995, vous ne oui. l'étiez plus. Il n'y a pas de renseignement. Ouais. Et il y a un type qui est venu en Jordanie qui a dit, c'est Saddam Hussein qui a détruit tous les armes nucléaires et tout. Il ment. Michel Collomb? Oui, Bush a menti effectivement avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler le pétrole et il a obligé les services de renseignement à déposer de faux rapports. Donc quand on dit que les États-Unis viennent au Moyen-Orient parce qu'on les invite, je ne sais pas si le régime saoudien ou le régime koweïtien a tellement d'indépendance qu'il pourrait décider, tiens, invitons les États-Unis. Soyons sérieux, c'est des malheurs. Les États-Unis veulent, je l'ai dit et je le maintiens, contrôler le pétrole partout où il est dans le monde pour gagner de l'argent et pour tenir le robinet du pétrole par rapport à toutes les autres grandes puissances. Là, on est dans une représentation. Et vous le trouvez dans des textes des États-Unis. Il faut lire les revues militaires. Là, maintenant, il y a les choses qu'on dit à la télévision. Mais en réalité, quand vous lisez les revues militaires stratégiques des États-Unis ou les trucs du Wall Street Journal, etc., ils disent bien, nous devons contrôler le pétrole nous-mêmes. Oui, on aurait aimé qu'un Palestinien puisse venir apporter, rétablir la vérité historique par rapport à tout ça. Mais je pense qu'on reste toujours, on essaye de cacher qu'il s'agit de guerre économique. On nous dit, ah, c'est pour la démocratie, c'est contre les armes de destruction massive, etc. Je regrette. Mais la démocratie, quand vous tombez sur un gouvernement élu démocratiquement, mais qui ne se met pas à genoux devant les États-Unis et devant Israël, qu'est-ce que vous faites? Vous le renversez et même vous l'assassinez. Vous l'avez fait au Congo en assassinant Lumumba, en remplaçant par Mobutu. Les États-Unis, etc. Vous l'avez fait au Chili, en volant le cuivre, en assassinant Allende, en le remplaçant par Pinochet. Les États-Unis ont placé... Les États-Unis... Je voudrais simplement dire que vous avez éliminé une série de gouvernements démocratiquement élus parce qu'ils ne vous plaisaient pas et qu'ils ne se mettaient pas à genoux devant vous. Dans chaque pays d'Amérique latine, vous avez fait un coup d'État militaire. Dans chaque pays d'Amérique latine. J'aimerais me justifier puisque j'ai été accusé sur 2 points. 1, de voir des complots partout. Et 2, de ne pas voir que cette merveilleuse guerre était parfaitement légale. Le premier point, je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur le terrain au moins 6 mois avant cette révolte spontanée et que des armes ont été fournies et qu'au 2e jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-chars. J'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la Guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. Alors il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer, pas du tout dans les proportions qu'on a racontées. On a parlé de bombardements sur la population, mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Voir qu'en fait on s'est fait avoir dans cette chose-là et il faut voir à qui profite le crime, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine. Il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez-le-feu et de paix accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez-le-feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité. Michel Collomb. Pour répondre à votre question sur la nature de l'OTAN, je pense qu'il faut juger une organisation à ses actes. Et donc, il faut voir si vraiment il réalise les objectifs de la démocratie qu'on nous annonce dans sa propagande. Et si on voit dans l'histoire, l'OTAN, c'est quand même le complice du régime fasciste au Portugal de Salazar, le complice du coup d'État en Grèce, des colonels c'était la guerre froide. C'était la guerre froide. Le fascisme comme excuse pour la guerre froide ou la guerre froide comme excuse pour le fascisme, je regrette.
On retrouve l'OTAN aux côtés des fascistes portugais, grecs, turcs, dans les réseaux gladiaux préparant des coups d'État pour préserver la France, l'Italie d'un grand danger, etc. Donc ça, on est juste dans la propagande. La question à laquelle il faut répondre, c'est à quoi sert l'OTAN? Et la première chose, je pense, j'aimerais qu'on y revienne par rapport à ce qui a été dit aux États-Unis et la Chine, mais la première chose, c'est qu'il faut juger l'OTAN par rapport à ses actes. Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Les médias insistent toujours, lorsqu'une guerre est en préparation ou elle a lieu, sur ce pays-là à ce moment-là. On le présente d'une certaine manière, diabolisé, et on ne raconte jamais ce qui se passe après la guerre, quand l'OTAN a gagné. Et c'est ça qu'il faudrait regarder. En Yougoslavie, c'est une catastrophe. On a semé la haine partout. Les médicaments se vendent par plaquettes sur le trottoir. On a fait alliance avec la mafia. Le Kosovo est devenu la plaque tournante de tous les trafics. En Irak, où c'est pas l'OTAN officiellement, mais enfin bon, c'est la même chose. On a le pays est ramené à l'âge de la pierre. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a même pas d'essence pour les Irakiens. On assassine les scientifiques en masse. En Afghanistan, contrairement à la version anti-musulmane qui nous a été présentée, c'est une catastrophe, quoi. Karzai, l'employé du Nocal, d'un multinational US, règne sur quelques kilomètres carrés. Il a fait alliance avec des seigneurs de la drogue et le trafic de la drogue a explosé en Afghanistan à cause de la CIA et grâce à la CIA. Et en Afghanistan, on allait soi-disant libérer les femmes afghanes. Je m'excuse, Karzai a fait passer une loi qui fait qu'on peut marier une petite fille à 9 ans et que le viol conjugal est légitimé. Donc, où est le progrès? Il faudrait quand même qu'on sache de quoi. Et en Libye, c'est la mafia, on voit ce qui se passe. Il y a une loi qui vient d'être prise comme quoi quelqu'un qui disait qu'avant c'était mieux, il va en prison à perpétuité. Donc, l'OTAN pour la démocratie, c'est de la rigolade. Et la vraie question que j'espère qu'on pourra poser ce soir, c'est à quoi sert vraiment l'OTAN? Quels sont ses véritables objectifs? La question que Monsieur Dulles et les responsables des États-Unis ont reconnu que tout ce qu'ils racontaient et qui terrorisait mes parents, moi je me souviens dans les années 50, quand on parlait de la Hongrie ou d'autres, on allait vite au supermarché et on faisait des provisions de farine, de chocolat et de sucre. Et on a terrorisé la population européenne, les Russes vont vous attaquer, mais lisez simplement les déclarations de Monsieur Dulles et des responsables des États-Unis, ils ont bien dit ils savaient qu'il n'y avait aucun danger, mais que c'était nécessaire pour des raisons stratégiques pour implanter l'OTAN comme moyen de domination de l'Europe. Et beaucoup de ces guerres ont évidemment pour effet collatéral, ou peut-être pour cause première, la nécessité d'obtenir des contrats de reconstruction pour des économies qui saturent chez elles. Ça me semble tout à fait évident, puisque dans nombre de ces conflits, la destruction des infrastructures civiles passe avant tout le reste. En Serbie, le cas est flagrant. On a détruit 9 blindés et pratiquement toutes les infrastructures civiles. 9 blindés. Michel Collomb. J'ai été accusé d'angélisme bétifiant et autres gentillesses. Je voudrais répondre qu'à mon avis, ce qui est bétifiant, c'est quand on nous raconte une version cinéma de propagande de l'OTAN, ou qu'on nous fait croire que l'OTAN, ça dépend du caractère de Bush ou d'Obama ou de Nixon, alors que ce sont des employés, et que les choses sont à un niveau beaucoup plus profond. Et Frédéric Tadei, je voudrais revenir à la question que vous avez posée au début, en disant l'OTAN, finalement, c'est des démocrates ou c'est des salauds. Ah non, vous avez été beaucoup plus poli. Vous avez été beaucoup plus poli. Mais justement, le problème, c'est que, à mon avis, vous êtes plutôt quelqu'un de bien et beaucoup trop poli. Et je voudrais vous inviter, et un peu tout le monde en fait, à se mettre dans la place du salaud. Je veux dire que si on comprend l'OTAN, qui est un instrument de quelque chose, il faut se mettre à la place des salauds qui gèrent ce quelque chose. Et je suis d'accord sur un point, c'est que la guerre est au fond la continuation de l'économie. Et que pour comprendre à quoi sert l'OTAN, il faut comprendre dans quelle situation économique on est maintenant. Et donc, je crois qu'il faut faire le lien avec tous les mouvements sociaux qui se passent en Europe, en Grèce, en France, etc. Toute l'inquiétude au quotidien des gens, parce qu'au fond, c'est le même problème. À savoir que quand vous êtes un bon salaud et que vous gérez l'économie, quand vous faites partie du 1%, c'est encore moins, mais enfin bon, on ne va pas chipoter, qui décide sur le sort de l'économie et des richesses, quelle est votre stratégie efficace? C'est de faire travailler les gens le moins cher possible, en les mettant en concurrence, en comprimant les salaires. Ça peut se faire en faisant travailler les vieux plus longtemps, ça peut se faire en important des immigrés en voyant qu'ils n'aient pas de droits, ça peut se faire en plongeant les jeunes dans la précarité. Bref, on va se retrouver devant, d'un côté, des bénéfices de multinationales qui ont explosé, et de l'autre côté, la majorité de la population qui ne sait pas de quoi demain sera fait et si leurs enfants auront un emploi et un avenir. Et ça, c'est le fin du système dans lequel on vit.
avec le problème, c'est que quand tous ces gens, ils ont fait ça, qu'ils ont bien appauvri ceux qui travaillent pour eux, à qui ils vont vendre? C'est ça quand même l'origine fondamentale de la crise. À qui ils vont vendre? Alors, on s'en sort dans le système qui nous gouverne, dans l'élite qui nous dirige et qui n'a pas été élue. On s'en sort en disant, bon, on va exporter les capitaux, on va aller mettre les capitaux dans le sud, ça rapporte, et ça permet effectivement de piller les matières premières et de laisser les populations dans la pauvreté. Ça permet de contrôler la main-d'œuvre et de faire travailler les gens aussi pour des bénéfices. Ça permet de contrôler les zones stratégiques, etc. Et donc, on se retrouve avec des multinationales du Nord de plus en plus riches et des pays du Sud de plus en plus pauvres. Et le point où ça mène à la guerre, c'est qu'évidemment, ça provoque des résistances des populations qu'il s'agit de briser. Donc, toutes les guerres de l'OTAN, je l'insiste, sont des guerres économiques, des guerres de pillage. Et ensuite, ça provoque des résistances aussi des rivaux. Parce qu'on a eu raison de dire que l'OTAN, c'est l'instrument des États-Unis qui, effectivement, essaye de faire payer par les Européens et les autres les guerres qui leur permettront à eux, États-Unis, de dominer le reste du monde, y compris d'écraser les Européens et tout le monde. Et ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, La stratégie du chaos dont vous avez parlé, c'est d'éclairer la dimension des États-Unis maintenant, qui est effectivement une stratégie globale pour dominer le monde, pour faire en sorte que l'Afrique, l'Amérique latine, ça c'est plus difficile, et l'Asie, leur restent soumises. Et effectivement, le problème des États-Unis maintenant, c'est que c'est une puissance économiquement et politiquement en déclin. Donc militairement, effectivement, ils n'ont plus les moyens de gagner cette guerre en Irak et en Afghanistan. Et comment ils s'en sortent alors? Ils s'en sortent par la stratégie du chaos. Et il faut bien voir que l'ennemi fondamental de cette guerre globale des États-Unis, c'est la Chine. La Chine qui est la puissance montante, la Chine qui leur résiste, la Chine qui développe un marché, qui a sorti 400 millions de gens de la pauvreté et qui surtout devient un partenaire pour l'Afrique, pour l'Amérique latine. Et vous avez maintenant, le monde a complètement changé. Le monde, c'est un commerce sud-sud. Et la grande bataille, elle se joue effectivement dans l'océan Indien. On a raison de dire que les États-Unis déplacent toutes leurs forces là-bas. Mais pourquoi? C'est contre la Chine. L'Afghanistan, c'est pour encercler la Chine. Et quand vous regardez l'océan Indien, c'est justement, on parle en général des pays et on ne parle pas des océans. Dites-en vite parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Dernier mot. Quand vous regardez toutes les explosions de l'océan Indien, les États-Unis essayent de briser cette ligne sud-sud entre l'Afrique et la Chine pour isoler la Chine. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je veux dire, maintenant, il paraît que vous êtes redevenu un pays normal avec un président normal. La seule conclusion que des gens normaux peuvent tenir, c'est qu'il faut dissoudre l'OTAN, sortir de l'OTAN, parce que ce n'est pas des démocrates, c'est une association de criminels. And other countries. It's extremely challenging to reach the proclaimed goals, and here I refer to the campaigns in Afghanistan, Iraq, Libya, and other countries. We know what's happening in Egypt, so perhaps, and in fact, I'm quite sure that this is the case, that the people are analysing the developments, drawing conclusions and responding in a certain way. Now, coming back to the incident in Syria, we've seen earlier calls by the Syrian government for the international community to investigate their claims of the rebels' use of chemical weapons. Unfortunately, this has not been done. We have to rely on common sense, and here's what it tells us. Syria's government troops are on the offensive and have surrounded the opposition in several areas of the country. In these conditions, to play into the hands of those who are constantly calling for military intervention would be an incredibly ridiculous thing to do, especially on the eve of the UN mission's arrival. It defies any logic. That's why I'm convinced that it's nothing but a provocation on the part of those who want to drag other countries into the Syrian conflict, those who want to win support from the world's powerful players, first and foremost the US. I have no doubts about this. Our American colleagues and friends insist they have the evidence that the government troops did use weapons of mass destruction, in this case chemical weapons. Well, in this case they'd better present this evidence to the UN inspectors and to the Security Council. They claim they cannot show this evidence because it's secret, but this excuse doesn't hold water. There's a sign of disrespect towards your partners and other stakeholders. If you have the evidence, you should present it. If it's not presented, it means they don't have it. They say they've intercepted some communications, which don't prove anything, but fundamental decisions, like the decision to use force against a sovereign nation, can't be based on such evidence. First of all, the system, the foundations of international law. Is it likely to improve America's reputation in the world? I doubt it. We urge them to think twice before making a decision.
which clearly goes against the position of the international community and undermines the entire system of security. Michel Collomb dénonce la stratégie avec laquelle opèrent les États-Unis au Moyen-Orient pour isoler l'Iran. Pourquoi je parle de l'Iran? Parce que on ne peut pas, les Iraniens du coup avec tout ce qu'on leur a fait, ils savent très bien qui sont les États-Unis, ils n'en veulent pas. Donc il faut d'abord les isoler. Pour les isoler, il faut détruire la résistance palestinienne, il faut détruire la résistance du Hezbollah au Liban, il faut détruire la Syrie et à ce moment-là on pourra s'en prendre à l'Iran d'une manière ou d'une autre. Dans les médias, qu'on montre le doigt sur un problème avec les Palestiniens ils font ceci, ou les Bachar il fait ça, ou le Hezbollah il fait ça. C'est très important de ne pas suivre le doigt, mais de faire le zoom arrière et de regarder l'ensemble du tableau. Ils veulent quoi? Ils veulent attaquer qui? Et ça va se passer comment? Se battre dans tous les pays pour la justice sociale, pour la paix, contre le colonialisme d'Israël, des États-Unis. Et on doit lutter tous ensemble, qu'on soit musulman de telle ou telle confession, qu'on soit chrétien, qu'on soit non-croyant, qu'on soit juif aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des juifs qui sont palestiniens, des juifs qui dénoncent Israël. Donc ce n'est pas une question de religion. Et ce sont les États-Unis qui veulent nous emmener dans une guerre de religion qui n'a pas de solution. On va se disputer, se battre tous contre tous. Donc moi je crois que pour une société moderne, tolérante et pour la justice et pour des relations correctes entre les hommes et les femmes, c'est important de faire un projet de société. ¿Alguien ha estudiado eso? Yo los invito a que estudiemos eso. Ay, Dios mío. Yo no sé si alguien racionalmente en este mundo puede estar de acuerdo, dije racionalmente, con lo que ocurrió en Libia, por ejemplo. Una cosa horrible, una cosa bárbara. Una cosa bárbara. Yo recuerdo mi última pasada por Trípoli. Fui buen amigo, se sabe, de Muammar al-Gaddafi. Y fue asesinado. Asesinado. Miles y miles de seres inocentes para matar al presidente, como lo mataron al final. Él escogió morir. El último mensaje que me llegó de Gaddafi, a través de varios intermediarios, me dijo, recuerda Nicolás, moriré como el Che. Voy al martirio. Crisis provocadas, planificadas y provocadas. Planificadas y provocadas. Es decir, producidas desde fuera. Bueno, mataron a Luther King, mataron a Kennedy. John Kennedy dijo un día, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas, le abren el camino a las revoluciones violentas. Kennedy. Y abogamos por la paz en Siria, por la paz en el mundo. El presidente Assad, bueno, ha hecho un gigantesco esfuerzo, ¿no?, para hacer concesiones, cambios constitucionales, llamaron a elecciones, pero nada de eso vale para los que quieren es derrocarlo y eliminarlo como hicieron con Gaddafi. ¿Por qué? La geopolítica imperial. Veamos el mapa, pues. Veamos el mapa. ¿Cómo no apoyar el gobierno de Bashar al-Assad? Si es el gobierno legítimo de Siria. ¿Cómo no apoyarlo? ¿A quién apoyar? ¿A los terroristas? Siria es un país soberano, por el amor de Dios, como lo es Libia, como lo es Venezuela, como lo es Estados Unidos, como lo es cualquier país de este mundo. No estamos de acuerdo. Bueno, pero tiene que estar de acuerdo con lo que piense tal o cual. Y si no, los bombardeamos o los desestabilizamos. No, eso no puede ser. Es lamentable que el mundo haya entrado en una nueva era imperial. La nueva era imperial. A ustedes, no tú, ni tú, que son periodistas, trabajan para unas corporaciones que muchas veces irrespetan la verdad, la falsifican,
y terminan justificando cosas tan horribles como esa. Matar niños e inocentes con el solo fin de derrocar a un gobierno. Esa es una cosa muy horrible, de verdad. Es horrible, fea, horrible, inhumana. Ojalá viniera en este mundo la era de la humanidad. La era de la humanidad. Pero en verdad, ojalá, por eso decía, ¿no? Los países que han desarrollado armas atómicas, aviones, drones, mecanismos tecnológicos, en vez de usar eso para el mal, oye, ojalá lo usemos para el bien, Dios mío. La lucha por salvar la especie humana, por salvar la ecología, el ambiente. ¿Cuánto pudieran hacer esos países? Mira, yo me sentí tan feliz un día, Nicolás, que fuimos a África y por un pequeño apoyo que nosotros dimos, que no pasaba de $5 millones, nos llevaron en Mozambique a ver una comunidad muy pobre con ese dinerito. La FAO, como que fue, la FAO, hizo unos pozos para sacar agua y unas mujeres sembrando y produciendo tomates y comida, algo de comida. Nosotros que somos un país, $5 millones, una cooperación. ¿Cuánto pudiera hacer Estados Unidos? Y los países más ricos del mundo. A través de la cooperación para producir alimentos. Mira, cuánta hambre hay en este mundo. Y toda esa capacidad tecnológica que han desarrollado, Dios mío, que la usen para el bien y no para el mal. Amén, que así sea. Luego me pregunta por el caso de Siria. Caso de Siria. Fíjate que los países que están empeñados en derrocar, más bien los gobiernos que están empeñados en derrocar a Bashar al-Assad sin medir las consecuencias, uno de ellos Francia, por cierto, lamentablemente, ¿no? Hubo un cambio de gobierno en Francia. El pueblo francés se expresó libremente en las urnas y eligió un gobierno de izquierda, ¿no? Bien, de izquierda, ¿no? Partido Socialista, ¿no? ¿Está bien? Socialismo es de izquierda, ¿no? ¿No? Y sin embargo, el nuevo gobierno francés parece que incluso con superior saña que el anterior, está empeñado en derrocar al gobierno de un país soberano. ¿Pero qué es eso, chicos? Esta es una reflexión que los pueblos de Europa deberían hacerse. Y en eso anda también el gobierno británico y otros gobiernos de la Europa, de esa parte de Europa, Ramón, esa élite europea, élite política, económica, que parece no lograr todavía, a pesar de los años que han transcurrido, desprenderse de la idea imperial. Se creen superiores a nosotros, pues. Se creen con derechos divinos, incluso, ¿será? De imponerle gobiernos a los pueblos árabes, a los pueblos africanos, a los pueblos latinoamericanos. ¿Qué cosa es esa? Oye, ¿cuántos problemas tiene Francia ahorita? ¿Cómo está el desempleo en Francia ahorita, Ramón? ¿Tú tienes datos de eso? ¿Qué te dicen la fuente de AFP? El desempleo, las empresas quebrando, los bancos saqueando a los pueblos. Y bueno, claro que el de Francia no es el peor de los casos. El peor es el español, el portugués, digamos la parte más pobre de la Europa, porque esa Unión Europea nunca. Por eso nosotros, si aquí en América Latina alguna vez, incluso nosotros vimos con interés, con atención, el modelo europeo, y se presentaba aquí como, bueno, sí, el modelo europeo. Yo siempre he sido renuente y he rechazado la pretensión de copiar modelos, y menos europeos, menos del norte, pues, recordando al sabio Simón Rodríguez. No debemos seguir copiando modelos, o inventamos o erramos. Bueno, pero todo aquello de la moneda común, ¿no?
la Europa unida, y fíjate, Europa, ¿cuánto tiempo tiene la Unión Europea? ¿Cuánto tiempo tendrá? Acuérdate que eso nació de una alianza primero entre Francia e Inglaterra, y por ahí fue naciendo la Unión Europea. Bueno, pero son varias décadas, cerca de medio siglo. Pero en medio siglo, la Unión, la llamada Unión Europea, no logró una estrategia que, si no elimine o no eliminara, al menos hubiese reducido las grandes asimetrías entre una Europa rica y una Europa pobre. Y ahora es la Europa pobre la que está sufriendo, claro, la crisis. No son Francia y Alemania los que más sufren. Los pueblos, sin embargo, ahí están. La crisis sigue avanzando, lamentablemente. Pero países como España, bueno, están sufriendo el impacto crudo, casi demoledor, de la tremenda crisis del capitalismo europeo y del modelo europeo. Entonces, deberían, digo yo, el gobierno de Francia, por ejemplo, debería preocuparse más por los problemas de Francia y por acompañar al mundo en la búsqueda de las soluciones a problemas gravísimos como el cambio climático, la miseria, el hambre, buscar tecnología para incrementar la producción de alimentos, por ejemplo. Ahora, ¿por qué van a estar pendientes la política exterior imperial? De derrocar gobiernos porque no les gusta a alguien, pues así pasó con Libia. Por supuesto que nosotros reconocemos al gobierno sirio. ¿Y a quién quieres que reconozcamos? A los terroristas esos que están matando gente, tomando ciudades, lanzando bombas. Y es triste saber, leer y tener evidencia de que hay gobiernos europeos que reconocen a los terroristas, chicos. Qué cosa, ¿no? Que reconocen a los terroristas y se reúnen con los terroristas y les financian y les envían dinero y armas. Qué cosa, ¿vale? Por eso digo yo, ojalá los pueblos de Europa sigan despertando y se den cuenta de la realidad y le exijan a su gobierno el respeto a la paz internacional, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía de las naciones. Ramón, eso es sagrado. Y cuando digo Europa también digo Estados Unidos. Ojalá los pueblos del norte despierten y se liberen del opio con el que los bombardean a diario a través de los medios de comunicación y el modelo cultural que allí impera, pues. Ojalá. Nosotros, por supuesto, compartimos la posición de Rusia, de China, países aliados nuestros también, amigos, que se respete la soberanía de Siria y que si en Siria hay problemas, pues sean los sirios los que los solucionen, y además de manera pacífica. Hay que condenar los hechos terroristas que sacuden al pueblo sirio y que no son lanzados, pero por supuesto, por el gobierno de Siria, sino por grupos terroristas infiltrados, como ocurrió en Libia. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël.
La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Nous tournerons leur peur à notre avantage, comme nous l'avons fait avec les États-Unis. Une telle rapidité de réaction témoigne de la crainte de notre gouvernement. La politique de la peur, on contrôle l'opinion publique par la terreur de nos propos. La propagande de l'horreur, on instaure un climat de guerre vers un ordre nouveau. La politique de la peur, on manipule les médias pour neutraliser vos cerveaux. La propagande de l'horreur, on dirige le peuple à la baguette comme des maestros. Terrorisés, 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 les gens sont terrorisés. Politique sans éthique, c'est du top de mauvaise qualité. Des statistiques et des tactiques pour nous faire paniquer. Trop de beaux discours et les cerveaux sont saturés. Trop de longs discours, les gens sont désabusés, désabusés. Dans la presse et le journal télévisé, qu'importe la chaîne ou le canal télévisé. Dans le stress et les scandales médiatisés, ils ne font pas dans le détail pour nous contaminer. Change de perception car il faut qu'on s'éveille. Bercés par des mensonges, ne croient plus leur merveille. Contrôler nos rêves fait partie d'un système qui nous vend du bonheur puis spécule sur la haine. Commercialise l'humain comme des bêtes de somme. Manipule nos peurs pour que l'on consomme. Ne tombe pas dans le piège sinon ils te tiendront. Dans les moments de désespoir, les gens se mettent à croire ce qu'ils veulent croire. Alors, nous leur avons tout simplement offert ce qu'ils voulaient croire. Une chimère.